Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La pauvreté n'est pas une honte, tout le monde n'est pas né avec une cuillère d'argent à la bouche, ainsi parle le sage. Merci de choisir une nouvelle fois Pyramide FM et son émission dominicale le D12 au lendemain des célébrations vendredi de la Journée mondiale de l'alimentation et samedi de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. La question qu'on peut se poser est de savoir si tous les Togolais mangent suffisamment et quelle est la réalité de la pauvreté dans le pays. Les chiffres officiels brandis il y a encore quelques jours par les autorités renvoient les affres de la pauvreté de 67% en 2006 à 50% en 2019. C'est vrai que le sage estime qu'on ne doit pas avoir honte de son état de pauvreté. C'est vrai que tout le monde n'est pas né une cuillère entre les dents. Mais ceux qui sont nés les cuillères entre les dents, partagent-ils suffisamment leur cuillère et leur contenu? En cette année si exceptionnelle, bien de Togolais crient à l'aide. Les conclusions du récent séminaire gouvernemental apporteront-elles des réponses justes et immédiates aux masses laborieuses? En prenant cette semaine des engagements devant Fania Singwe, les nouveaux ministres ont-ils voulu sincèrement sonner donc le tocsin de la rupture contre le clientélisme, la corruption, le laxisme et le corollaire que sont les scandales financiers? En vérité, que valent les engagements des ministres si les lois du pays n'ont pas encore permis d'établir définitivement sur nos terres un état de droit plein et entier? Cet état de droit voit partir un à un certains de ses plus valeureux fils sur le registre des personnalités qui n'attendent pas de voir la fin de cette année. Il y a désormais l'ancien président de l'Assemblée nationale. Le monde retiendra de lui qu'il aurait pu être président par intérim du Togo à la mort du général Eyad Dema. Fambaré Nathiaba symbolise une génération d'acteurs politiques de la période du parti unique à l'ouverture démocratique et à la fusion-création du parti au pouvoir. D'anciens ministres et personnalités ont choisi 2020. Même choix pour l'animateur du dernier dimanche. L'homme a pris de l'avance puisque le dernier dimanche, c'est dans 8 jours, Tony Bikoul de la télévision nationale a fait danser une génération de Togolais. Cette génération désignée comme celle d'avant, c'est danser le zouk, le high-lef, le dombolo, le pacheko ou encore le funk. C'est en vérité la génération des bacs années 80 ou 90. Cette année, le bac a eu un parcours exceptionnel. C'est seulement cette semaine que les résultats ont été proclamés. Nous sommes bien en octobre, à la veille d'une nouvelle rentrée scolaire. Dimanche prochain, le Togo sera à la veille d'une nouvelle année scolaire. Question, dans quelles conditions cette rentrée sera-t-elle effective? Dans le contexte de crise sanitaire, la Covid-19, le stress et la tension sont montés d'un cran dans les allées des ministères et des écoles, ainsi que dans les salons et chambres à coucher des familles. Depuis quelques semaines, les plaintes de migraines, de courbatures et autres insomnies sont devenues nombreuses et fidèles compagnes de nombreux Togolais. Certains préfèrent tout simplement le suicide. Notre invité du jour est le politologue Madi Diabakate. Le D12 est au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70 26 Las Bouga Koudoyo est à la mise en onde technique. Madi Diabakate, bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez? Nous rendons grâce, nous allons bien. Ça fait longtemps, on ne s'est plus vu, vous étiez à l'extérieur du pays. On peut demander comment est-ce que ça s'est passé à l'extérieur? Oui, effectivement, ça fait longtemps. On avait bien voulu rentrer, mais vous savez, avec toutes les restrictions liées au mouvement, et surtout dans les différents pays à la suite du Covid, effectivement, j'étais un peu coincé en Ouganda dans le cadre de mes activités professionnelles. Et je suis rentré il y a peu, mais dans l'ensemble, on rend grâce. Le séjour était aussi intéressant. Le Covid était à l'actualité et reste l'actualité. Comment manager, comment vivre avec cette pandémie? Parce que bon, les gens avaient le choix entre faire la quarantaine dure et gérer ou aller vivre avec la maladie. Et beaucoup de pays africains ont essayé d'être dans le juste milieu en innovant, comme une fois de plus, en apportant cette approche qui est celle d'un couvre-feu, qui a toujours suscité quand même des interrogations parce qu'on risquait de se demander si finalement le Covid prend rendez-vous pour sortir après 22 heures. Mais dans l'ensemble, je dirais, le Covid a révélé beaucoup de défis sur le plan sanitaire parce qu'on a beau crier, on a beau insulter l'OMS par panafricanisme, que l'OMS veut du mal à l'Afrique. Je pense que les prévisions de l'OMS étaient seulement du bon sens parce que si dans des pays où il y a des infrastructures, la crise a posé problème,
c'est vrai que dans les pays où il n'y a pas les infrastructures sanitaires, on ne peut que faire une prévision du pire. Mais bon, peut-être que cette prévision du pire aussi a amené les uns les autres à prendre conscience des enjeux et à se protéger d'une façon ou d'une autre. Mais également, ça a donné l'occasion aussi aux uns aux autres de sortir de la médecine classique, la médecine moderne, pour voir un peu dans nos pays qu'est-ce qu'on pouvait utiliser comme plus, parce que tous les spécialistes quand même confirmaient que cette maladie Covid s'attaquait à ceux qui n'avaient pas un organisme assez fort. C'est-à-dire tout le monde peut le prendre, mais c'était plus compliqué avec ceux qui n'ont pas un organisme assez fort. Donc un organisme assez fort, cela suppose les vitamines, cela suppose une bonne alimentation. Et je pense que beaucoup de choses ont quand même changé en 2020 avec l'arrivée du Covid. Le plus important maintenant, c'est d'apprendre. Ok, on sait que vous restez souvent à l'extérieur et on parle du Togo un peu à l'extérieur comme étant un pays où il y a beaucoup de particularismes. Des particularités, il y en a un peu partout. Ici, nous voulons aborder d'abord les rapports que les étrangers installés dans notre pays entretiennent avec les autochtones de manière générale. Et comment comprenez-vous que très souvent au Togo, c'est souvent aussi l'étranger ou les étrangers qui ont pignon sur rue, comme on le dit, et qui, par exemple, peuvent avoir raison devant un autochtone, devant la justice ou à la police? Bon, malheureusement pour moi, le plus important devant la police, c'est que celui qui est censé avoir raison, du fait de la loi, puisse avoir raison. Mais le constat ou les cris d'alarme qui viennent le plus souvent de nos compatriotes, c'est que face à l'étranger, qu'on ait raison ou pas, quand on arrive au niveau de nos autorités, l'étranger est privilégié, l'étranger est loué au détriment du citoyen. Et c'est une réalité le plus souvent dénoncée par la plupart de nos compatriotes, mais aussi c'est une réalité qui peut-être trouve aussi ses soubassements dans comment est-ce que nos autorités font avec ces étrangers, parce que quand vous criez aussi investissement, investissement, ça veut dire que quand les gens viennent, vous leur laissez toutes les latitudes possibles, les gens font ce qu'ils veulent en fin de compte. Donc, sur plusieurs aspects, aujourd'hui, quand moi on me parle d'abord d'étrangers, parfois je me tourne vers la zone franche, où nous avons beaucoup de ces sociétés dans la zone franche qui emploient certains de nos compatriotes dans des conditions de travail pas catholiques, si on peut le dire ainsi, la rémunération problématique, et à chaque fois, même ceux qui peuvent avoir le courage de revendiquer ne le peuvent pas. D'abord, pour deux choses. La première, c'est que c'est quelqu'un qui les a envoyés sur recommandation pour se faire recruter, et la personne leur dit, mais vous acceptez ou vous partez, on va trouver quelqu'un d'autre. Bref, on a quand même effectivement donné l'impression que l'étranger a plus de valeur que le national. Alors que bon, c'est vrai, nous on traverse plusieurs pays du fait de nos responsabilités professionnelles, c'est vrai qu'on a certains privilèges, mais à chaque fois, nos organisations également nous rappellent que nous sommes censés nous plier aux lois du pays, de suivre les lois du pays. Donc, on n'est pas vraiment... On voit la différence un peu, hein, parce que dans certains pays, quand vous commencez, vous avez beau avoir les raisons, les gens vous diront que c'est le citoyen qu'ils privilégient. Mais chez nous également, c'est le contraire. Mais je pense que dans tous les pays, normalement, le plus important, c'est de privilégier la loi pour que quiconque, dans n'importe quelle situation, celui qui a raison au regard de la loi, puisse être reconnu dans ses droits. Mais c'est aussi un peu compliqué. Je vous pose la question parce que l'actualité permet quand même de mettre la main sur quelques exemples. Et ces derniers jours, on parle de plus en plus de ces femmes qui sont victimes de la position des Libanais avec la force publique et les huissiers qui sont venus au grand marché de Lomé ramasser des chaussures. Et voilà une situation qu'on ne comprend pas parce que les femmes qui se plaignent parce qu'elles sont là depuis, c'est le Libanais dont il est question. Il serait venu au Togo il n'y a pas très longtemps. Comment est-ce que c'est possible, par exemple, en Mauritanie? Puisque je sais que vous connaissez un peu la Mauritanie. Ben, vous savez, je dirais avant tout que le problème, c'est que ces gens, ils viennent avec la force de la loi, la force de l'autorité. Parce que quand, par exemple, il vient avec des policiers ou autres, des huissiers, ça veut dire qu'à un moment donné,
il y a une décision de justice quelque part dont il se prévaut pour pouvoir agir ainsi. Donc, tout dépend du système. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Et parfois, quand vous prenez des exemples comme ceux-là, j'ai suivi un peu par moment certaines plaintes, j'ai suivi des vidéos ou autres. Le souci, c'est que, vous savez, on a parlé par exemple de l'organisation du secteur informel. Dans notre pays, nous avons pensé à l'organisation du secteur informel. Non pas pour l'organiser, mais pour être sûr que tout ce qui allait là-bas et qui échappait au fisc, c'est-à-dire aux impôts, qu'on puisse le récupérer et le mettre dans notre cagnon. Alors qu'en fait, ces dames qui mènent toutes ces activités au grand marché, ce sont des dames qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin surtout d'un appui pour leur permettre de se protéger. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tu as beau vendre quelque chose durant 10 ans. Si un quidam se lève un matin, prend ta propre marchandise et va déclarer cela comme sa propriété intellectuelle ou bien l'enregistrer comme sa marque, à partir de ce moment, cela t'échappe et c'est ce qui arrive malheureusement parfois. Et dans le contexte, je suis quand même un peu surpris parce que même si quelqu'un a enregistré formellement une marque, je pense qu'il revient à l'autorité d'apprécier et de voir en termes de, je vais dire, de coutume ou de tradition qui habituellement faisait usage. Justement, quand on parle de tradition, ça m'amène à la réflexion suivante. D'habitude, et la femme, la plupart, qui sont au niveau de nos marchés, ce sont des dames qui n'ont pas été suffisamment à l'école. Le secteur même est dit secteur informel. Cela suppose qu'il va falloir les sensibiliser, les former, oui, cadrer, recadrer. Justement, sauf que l'approche de l'organisation du secteur informel a été calquée sur la normalisation de votre statut et de vous faire payer des impôts ou bien de vous faire rentrer seulement dans le circuit bancaire pour pouvoir vous identifier et conserver vos ressources quelque part. Alors qu'en réalité, on doit aller au-delà. C'est outiller ces personnes. C'est permettre à ces personnes de disposer du bagage conséquent ou même de mettre à leur appui. Par exemple, aujourd'hui, on parle des maisons de justice. C'est vrai que les maisons de justice ont justement ce rôle d'accompagner les citoyens dans les litiges, de leur donner des conseils et autres. Mais je pense que également aussi, il faut ce genre de structure, que ce soit au niveau des organisations de la société civile, parce que quand l'État fait défaut, il faut également qu'au niveau de la société civile, on puisse s'organiser en conséquence. C'est comment aller avec ces dames et les aider à se protéger juridiquement sur plusieurs aspects. Vous voyez par exemple habituellement nos commerçants, vous souvenez de ce scandale où entre-temps, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles les commerçants ont vu leur argent saisi parce qu'ils monnaient le dollar et le transportaient physiquement pour partir. Tout ça parce que les gens n'ont pas forcément reçu le plus de sensibilisation ou bien sur les transferts internationaux, sur comment gérer, comment quitter ici, mettre sûr que de l'autre côté, on peut disposer de son argent. Ces genres de choses font le plus souvent défaut. Et il faut aujourd'hui que quand on veut former ces gens ou quand on veut les organiser, qu'on puisse également penser à des modules de la sorte pour les aider. Et vous savez, on dit dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et le plus souvent, ceux qui invoquent la loi, c'est les voyous. C'est eux qui la maîtrisent rapidement et s'en servent pour tuer ceux qui sont de bonne foi. La question qui se pose, c'est que si au final la justice sera effectivement dite dans cette affaire, et dans ces rapports entre le Togolais et les étrangers, il y a aussi ce poste de ZQT qui a attiré notre attention. Il concerne l'acquisition des terres par des expatriés autour de la cascade de Pimé. Les terres seraient bradées, n'est-ce pas, une source de conflit pour demain? Bien évidemment, vous savez, le problème des terres d'abord, l'acquisition des terres par les étrangers est encadré. Il y a une loi qui l'organise. Maintenant, par rapport à l'encadrement de cette loi, il y a aussi un aspect que nous oublions le plus souvent. Ces terres sont payées par certains prête-noms, c'est-à-dire ce sont nos frères qui vont payer ces terres pour ces expatriés. Ou bien c'est au nom de certaines sociétés qu'ils payent ces terres, des sociétés de droit togolais, que ces terres sont payées. Et également, ces étrangers, après 5 ans ou 10 ans, ils ont la possibilité de demander la nationalité togolaise. Et finalement, ça veut dire que nous les voyons comme étrangers, mais aux yeux de la loi, ce sont des Togolais. Alors je pense que le réel problème, c'est que
la vente des terres a toujours posé problème dans notre pays. Aujourd'hui, des efforts sont faits dans ce sens pour régulariser les choses, mais je reste convaincu que nous devons nous-mêmes, entre Togolais, à un moment donné, savoir faire des actions stratégiques, savoir valoriser nos choses. Mais si à chaque fois nous appelons l'étranger pour investir, il est évident que quand l'étranger viendra, il va chercher à trouver les moyens pour garantir son investissement. Il va chercher aussi à rentrer dans cette course qui est celle d'acquisition de biens. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous voulez aller à la banque, il vous faut un domaine avec un titre foncier pour pouvoir faire un prêt le plus souvent. Donc aujourd'hui, ces gens achètent toute cette terre et prennent le temps, après ils font les papiers et tout ça également, ça sert à rentrer dans le circuit informel. Et ça permet d'avoir aussi des prêts. Donc il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu, mais il faut déjà que, entre nous Togolais, quand nous voulons vendre aussi, essayons, parfois quand vous voulez vendre aussi, essayez de vendre à des... Faites une discrimination positive dans la vente, c'est-à-dire vous voulez vendre, vendez à un Togolais qui en a forcément peut-être le besoin. Mais parfois, nos frères, parfois à cause de la salive, quand il connaît le prix normal, le Togolais vient pour payer au prix normal, il lui dit non, que si Namedjuro va fier, il va doubler le prix, il va tripler le prix. Et c'est comme ça que ça marche aussi. C'est la cupidité à un moment donné. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question de pauvreté? Parce que peut-être à l'intérieur du pays, la misère aidant, certains, pour survivre, sont obligés de vendre de certaines collectivités. Oui, de vendre des parcelles. Je comprends cela, mais je me pose une question à un moment donné. C'est-à-dire, même quand vous vendez et vous prenez l'argent, qu'est-ce que vous faites comme investissement pour sécuriser cet argent que vous avez gagné? Mais parce que justement, la terre est là et ça appartient à une collectivité, les gens croient que c'est là-bas et ils vendent seulement dès qu'ils ont un problème, ils vendent, ils dépensent, dès que l'argent est fini, on fait chose. Moi je vois parfois, juste parfois pour faire un enterrement, les gens sont obligés de vendre un terrain, les gens sont là, ils bradent. Ou bien parce que quelqu'un est malade, le premier réflexe c'est d'aller chercher un terrain et à vendre. C'est un peu comme aussi les autochtones dans ces différentes localités qui sont détenteurs de ces terres ne font d'autres activités que la vente de terres. Pour moi, aujourd'hui, tu peux vendre une terre et tu prends cet argent pour l'investir peut-être dans l'agriculture, pour l'investir dans l'élevage. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, ce qu'on voit toujours, c'est que les gens vendent, ils dépensent, ils gaspillent et après, on recommence après avec des litiges fonciers parce que même c'est un seul qui a mis l'argent dans la poche. Cette question qui est importante n'est malheureusement pas assez abordée, notamment par les acteurs politiques. Comment est-ce que vous comprenez justement ça, en fait, à part les quelques initiatives qui sont prises par le pouvoir? C'est des questions d'ordre social qui n'intéressent pas très souvent la société civile et encore moins les acteurs non, politiques. Vous savez, la société civile ne peut que faire le plaidoyer ou le lobbying, mais la décision finale revient à l'État sur certaines questions. Autre chose, nous sommes censés avoir un conseil économique et social depuis la constitution du 14 octobre 1992. Mais ce conseil économique et social, il reste encore à l'étape de la théorie. Donc, normalement, c'est dans de tels cadres qu'on peut discuter de telles questions. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre pays, du fait du contexte politique, on ne discute que et on ne rediscute que des questions purement politiques. On ne se projette pas ensemble. Par exemple, quand quelqu'un vous dit qu'il voit le Togo à l'horizon 2030, je peux vous garantir que c'est lui seul qui le voit. Ce ne sont pas tous les Togolais qui se voient à l'horizon 2030. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être décantées malheureusement que par le politique. Il faut dégeler certaines choses pour pouvoir permettre aux gens d'aborder certaines problématiques. Sinon, le plus souvent, quand vous abondez aussi ces terrains, les gens vous disent que vous faites de la manipulation politique ou bien vous voulez créer des tensions interethniques. Parce que de la même façon, nous parlons de l'étranger, quelqu'un te dira aussi que l'étranger, pour lui, c'est son frère qui vient d'une autre préfecture et qui est venu s'accaparer les terres dans une autre préfecture. Il y a ce problème, il est là aujourd'hui clairement. Beaucoup de zones où vous allez, des gens ont pris de grands domaines. Et parfois même, on le prend, on ne le met pas en valeur. C'est comme si vous le mettez en jachère et vous empêchez même les gens de pouvoir travailler ou bien de pouvoir vaquer à d'autres choses. Donc vous prenez le terrain, vous le bloquez parce que vous l'avez payé et ça reste là-bas en attendant. Il y a plusieurs questions qui, je pense évidemment, dont on aurait pu discuter dans le cadre du Conseil économique et social
pour voir comment est-ce qu'on peut projeter aller de l'avant dans le pays. Nous avons voulu commencer cette émission par ces questions qui sont des questions d'ordre social, mais qui sont très importantes pour les Togolais, parce qu'on sait au Togo que la terre elle est très importante, et puis aussi que le Togolais, il aime vivre chez lui. Mais parlons maintenant de politique avec le nouveau gouvernement qui est là, et les ministres ont pris des engagements cette semaine à la suite d'un séminaire gouvernemental qui a été organisé à Lomé. Sur ces engagements qui sont pris par les ministres devant les chefs de l'État, quelles peuvent être les forces et les faiblesses de quel scénario? Bon, vous savez, moi je vais vous donner un exemple parallèle. C'est-à-dire, à chaque fois que moi je suis sollicité à l'extérieur pour une activité, il y a ce qu'on appelle un code de conduite que je suis censé signer et qui guide mes actions en tant que fonctionnaire. Donc, si à un moment donné, il y a un manquement à ce code de conduite, une sanction, je suis sanctionnable. Sur la base de ce code de conduite qui me lie à l'organisation peut me sanctionner, bien évidemment. Et ça doit être normalement la même chose avec ces engagements qui sont signés. Et au-delà, de façon pratique, il y a des objectifs qui sont définis. À chaque fois, on dit vous devez atteindre tel objectif. Donc, à la fin, sur une période, on évalue pour voir si l'objectif est atteint ou pas. Si l'objectif peut être atteint, quelles sont les difficultés, quelles sont les mesures que vous avez prises pour pallier à ces difficultés. On essaie de voir un peu tout ça. Et c'est sur cette base qu'on vous dit, ok, vous pouvez continuer parce que vous êtes à la hauteur de la tâche, ou bien cette tâche, vous ne pouvez pas la continuer, vous devez, vous ne serez plus reconduit dans vos fonctions, vous devez partir. Donc, je pense que normalement, quand vous voulez transposer de telles pratiques sur le jeu politique, c'est bien parce que les ministres, ils sont redevables, bien évidemment, au chef de l'État, pas aux populations. Ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Donc, ils sont redevables au chef de l'État. Et si le chef de l'État doit leur confier des missions, il faut qu'ils s'engagent à exécuter ces missions. Maintenant, est-ce que c'est juste... Vous savez, le problème dans un pays comme le Togo, nous disons toujours qu'on a des textes. Mais les appliquer, c'est ça le problème. On a vu dans ce pays, nous avons rédigé à l'époque cette loi qu'on appelait loi Bodona, mais son application était problématique pour le gouvernement togolais. Même aujourd'hui, cette loi revisée encore, son application reste problématique, malgré que ce soit eux-mêmes qui l'ont rédigée. Donc c'est que le problème au Togo, on a beau avoir de très beaux textes, leur mise en œuvre reste problématique. Aujourd'hui, quand par exemple on me parle de la déclaration des biens des hauts fonctionnaires, des ministres et autres, je m'attendais depuis à voir le chef de l'État, depuis qu'il a prêté cette serment, faire cela pour donner l'exemple. Rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Donc, la déclaration des biens, c'est quand même pas nouveau. Et puis le chef de l'État, il n'est pas lui aussi tout nouveau, vous le savez. Oui, mais justement, sauf que si j'ai bonne mémoire, il a commencé un nouveau mandat. Donc, à partir de ce moment, cette loi aussi avait une certaine période pour entrer en vigueur. Je pense aujourd'hui cette loi est effectivement rentrée en vigueur. Ce n'est plus un desiderata. Donc, à partir de ce moment, il faut que les gens posent des actes. Donc, si on n'a pas ces signaux, vous comprenez, si on n'a pas ces signaux, on a beau sortir un jour pour nous dire que c'est une minorité qui prend en otage ce pays, mais on ne voit rien face à cette minorité, les gens vont rester toujours dans le doute face à tout ce qui peut être pris comme initiative. Vous avez beau faire des séminaires et autres, les gens vont rester dans le doute. Quand vous prenez aujourd'hui la justice togolaise, les gens vous disent oui, on parle de réforme de la justice, mais la seule chose que nous voyons en réalité, c'est qu'il y a eu badigeonnage des locaux du ministère et du tribunal et consorts, mais les pratiques restent les mêmes, elles restent tenaces. Même ces affaires de terre dont nous parlons, vous allez aujourd'hui dans nos juridictions, c'est des acrobaties. Parfois vous vous demandez même si les magistrats lisent le droit ou pas, dans plusieurs cas. Donc, ça veut dire qu'il y a des pratiques qui sont là. On a beau amener de nouveaux standards, les gens sont devenus aujourd'hui des saints Thomas. Ils veulent voir avant de croire. Donc pour vous, c'est une question de tradition pour le Togo. On a toujours fait d'une certaine manière, même si aujourd'hui les ministres prennent des engagements. Pour vous, vous attendez de voir. Justement, j'attends de voir. Et pour être peut-être un peu dur, je vous dirais que j'attends de ne pas voir en réalité parce que je ne suis pas sûr que ça donnera quelque chose. C'est ça le problème aujourd'hui dans notre pays. Mais vous dites qu'ils sont redevables, les ministres au chef de l'État. Dans ce cas, est-ce qu'on peut les excuser
chaque fois qu'ils disent d'intervenir sur instruction personnelle du chef de l'État, parce que dans les discours officiels, la présence du chef de l'État, cette présence, elle est très, très marquée, elle est très forte. Oui, le bon sens aurait voulu que nos ministres travaillent. On sait qu'ils ont été nommés par le chef de l'État. On aurait juste voulu qu'ils travaillent. Mais si à chaque fois ils viennent dire sur instruction, ça ne fait que confirmer qu'en réalité, que le seul qui a la marge de manœuvre, c'est le chef de l'État. Tous les autres ne reçoivent que des instructions. C'est ce que je parlais récemment de ce concept de garçon de course. Ça veut dire que quand vous prenez le ministre, le premier ministre, ils sont tous là pour mettre en œuvre des instructions du chef de l'État. En réalité, mettre en œuvre des instructions du chef de l'État, ça veut dire aussi que vous vous limitez vous-même dans votre capacité à créer, à transcender les choses, à aller au-delà. Vous vous limitez dans un rôle qui est celui d'exécuter des consignes ou des instructions qui vous sont données. Et c'est ça le problème pour quelqu'un qui l'entend à force de journée, il se dit mais à quoi ça sert? Mais pour quelqu'un qui le comprend réellement, c'est aussi un aveu d'incapacité qui est fait par la personne. C'est un aveu d'incapacité pour dire que le ministre vous dit en réalité que tout ce qu'il peut prendre comme décision, il ne l'a pris que sur instruction du chef de l'État. C'est vrai qu'en Europe aussi, par moment, on fait référence au chef d'État, mais c'est beaucoup plus marqué dans nos pays. Ça dit qu'il est beaucoup plus facile d'être ministre dans nos pays. Bon, être ministre dans nos pays, tout comme en Europe, je pense que ce n'est que une récompense de militant pour le militantisme en réalité. Donc maintenant, dans nos pays, le ministre, il sait que il ne peut pas exister si le chef de l'État ne le veut pas. Par contre, dans les autres pays, même quand on te nomme ministre, tu sais que le chef de l'État n'avait pas de choix. Il devait porter son choix sur quelqu'un comme toi parce qu'il en a besoin lui aussi pour conforter sa base et aussi pour montrer qu'il retient avec lui ceux qui peuvent influencer tout au long de son mandat. Vous voyez, vous vous rappelez cette affaire de quand Sarkozy était sous Chirac. Quand Sarkozy a voulu entrer au gouvernement, il a exigé le poste qu'il devait avoir. Parce qu'il était là, mais le Premier ministre n'avait aucun poids face à lui parce qu'il est venu dans un contexte où il incarnait une dynamique à laquelle et le président d'alors et le Premier ministre d'alors ne pouvaient faire autrement. Donc c'est ça, dans ces pays, du fait de l'alternance, on a pu créer ces genres de courants qui permettent même à des ministres de s'affirmer et de jouer la plénitude dans leur domaine ou secteur. Mais par contre, dans un contexte comme le nôtre, où on a un même système qui s'est mis en place, qui était archaïque, qui est devenu aujourd'hui sophistiqué, personne ne peut exister sans eux. Si tu veux en faire trop, tu es broyé. Donc en réalité, finalement, chacun attend, même quand tu travailles bien et qu'on te vire, tu remercies et tu attends la prochaine fois, ou bien tu vas demander pardon et tu attends la prochaine occasion pour servir. Donc c'est pourquoi chacun veut à chaque fois démontrer qu'il est reconnaissant au chef de l'État pour la faveur qui lui a été faite en lui donnant ce poste. Les engagements qui sont pris par les ministres pour que le Togo devienne plus performant, notamment sur le plan économique. Vous savez que depuis quelques années, le PND, le programme phare du gouvernement togolais, certains pensent que ce programme va être revisité. Certains pensent que c'est un programme qui va finalement connaître un échec ou demi-échec. Vous, sur ce programme qui est mis en place depuis quelque temps, quel est votre regard là-dessus? Vous savez, ce programme, tout comme ses prédécesseurs, étaient tous de très bons programmes dans la théorie. C'est au niveau de la pratique qu'on a toujours été confronté à des réalités. Et au même moment, le souci aujourd'hui, c'est que ces programmes sont devenus des outils de propagande politique. Et à partir du moment où vous en faites des outils de propagande politique, tout le monde ne se retrouve plus dedans. On pense que c'est la propriété ou la marque déposée d'un parti politique. Et à partir de ce moment, vous verrez que les gens ne vont pas forcément apporter le soutien qu'il faut à ces initiatives. Maintenant, qu'on soit sincère entre nous-mêmes, on est sorti du mandat social.
on a vu tous les problèmes sociaux qu'il y a eu, qui n'ont pas été réglés, qui continuent d'être des promesses aujourd'hui, parce qu'on a fait le mandat social. Nous avons vu dans ce pays, moi je pense que depuis 2008 ou 2009, nous avons vu le personnel hospitalier dans ce pays manifester régulièrement pour avoir de meilleures conditions de travail. On est arrivé en 2020, Corona nous a rendu visite, mais tout le monde a admis unanimement que nous n'étions pas prêts parce que les infrastructures sanitaires n'ont jamais été au rendez-vous. Vous ne pouvez pas parler de développement quand il y a des secteurs clés comme l'éducation, la santé, qui ne sont pas mis en valeur. Vous ne pouvez pas parler de développement et décliner des concepts quand sur le terrain, les gens n'ont pas les moyens pour travailler. Ouais. Donc, il y a tous ces soucis-là qui sont là. Et à un moment donné, si vous ne les mettez pas, vous ne faites pas les choses, mettez pas les choses à plat pour corriger ou bien pour permettre aux gens de se relancer, il y a problème. Aujourd'hui, quand vous prenez tous ces postes en question, quand vous voyez que ce sont des gens qui sont nommés par accointance politique, le résultat, il reste toujours questionnable. Et nous avons tous vu au dernier séminaire gouvernemental, des gens se sont indignés. Revenons toujours à cette question d'étrangers, qu'il y avait trop de blancs dans la salle, et on se demandait finalement si c'était les blancs qui venaient en fait nous parler du PND qu'ils ont conçu pour nous, ou si c'était un PND conçu par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc, il y a plusieurs réalités aujourd'hui qui font que dans le contexte togolais, même si la tendance est de dire aux gens, nous sommes à l'heure du développement, laissez les débats politiques et consorts, la base est toujours problématique. Si vous n'y apportez pas une attention, si vous ne vérifiez pas, vous êtes mal barré. Et c'est ça qui se joue aujourd'hui. Le PND, c'est un bon document. C'est un document qui veut vraiment valoriser ce pays. Mais aujourd'hui, je vous donne un exemple. On parle de plusieurs personnes qui sont aujourd'hui spoliées de leurs terres. On nous parle de ce bassin dans le Ziok dont on veut faire un bassin agricole et autres. Alors que précédemment, on a aussi spolié des gens dans la zone de Djagbel et autres. Mais je n'ai jamais vu la mise en valeur de cet espace. Quand vous me parlez, on me parle aussi de la vallée de Loti. Je n'ai pas vu réellement si cette bande a été mise en valeur à 90% ou à chose avant d'aller vers d'autres bandes. C'est-à-dire, le problème, on crée des concepts, on est là et on va à tour de bras, on désorganise les gens qui sont là, on force tout le monde à aller dans une dynamique, mais au même moment, on ne s'assure pas d'avoir fait ce qui était déjà prévu être fait. En fait, finalement, vous vous retrouvez avec plusieurs initiatives, des moyens réduits pour pouvoir mettre en œuvre ces initiatives, et donc, vous voulez tout embrasser, et finalement, vous n'êtes pas capable d'embrasser. Et c'est ça aujourd'hui le problème qu'on a, que ce soit avec le PND ou tous les autres qui ont précédé le PND. On n'a pas vraiment réglé les problèmes et à chaque fois on pense qu'il faut créer un nouveau concept pour repartir. Vous voulez qu'il y ait beaucoup plus d'adhésion visuellement à vous écouter au programme national de développement. En réalité, quand on vous écoute, c'est de cela qu'il s'agit. Non, justement, l'adhésion, mais aussi du concret. Parce que le problème, on a beau dire qu'on a un programme national de développement. Quand vous voyez tout ce qui tourne autour, vous savez aujourd'hui le problème au Togo, il y a deux problèmes principaux. C'est une question de manque d'éthique d'abord dans tout ce que nous faisons. Quand vous voyez qu'on veut prendre une initiative, et à la fin de la journée, vous réalisez que ce n'est pas le Togolais lambda à qui cette initiative est censée bénéficier qui en bénéficie, mais ce sont toujours les mêmes pontes, les mêmes cadres de l'administration qui, à travers des prête-noms et autres, finissent par bénéficier de ces initiatives. C'est les mêmes qui, aujourd'hui, identifient des zones propices pour aller payer ces terrains, ces grandes superficies et garder. Donc, le Togolais lambda n'a pas les moyens, mais le projet est destiné à lui. Sauf qu'au moment de faire le projet, on réalise qu'il n'a pas les moyens et c'est toujours celui qui a les moyens qui revient maintenant bénéficier de l'aide qui était censée aller à l'endroit du Togolais lambda. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, même dans l'organisation administrative, il n'y a pas cette éthique professionnelle. Des gens, c'est un peu du genre, ce projet, il va dans telle localité. Moi-même, chef service, je vais payer un terrain dans la localité. Je prends un petit frère, je mets devant, on rédige le projet.
on s'assure de tout, on obtient le financement pour lui. Et la roue tourne, la roue continue. Après, pour justifier le projet, on dit effectivement, on a fait tel projet, on a eu tel nombre, mais en réalité, le réel bénéficiaire initial n'a jamais été atteint. Mais en fait, c'est peut-être un constat ou juste un sentiment, puisque les autorités estiment quand même que des milliers d'emplois ont été créés. Demandez seulement aux autorités de faire une enquête de moralité sur tous ceux qui ont bénéficié de ces financements et vous verrez en réalité qui bénéficie au nom de qui. Oui, mais en fait, quand on parle de chiffres au Togo, vous savez très bien que souvent, vous ne faites pas confiance à ces chiffres-là. Oui, par exemple, on nous a parlé, quand vous prenez ce même PND, normalement, on n'est pas censé avoir plus de 200 000 chômeurs au Togo. Suivant les statistiques présentées par le PND, dans le cadre du PND, l'élaboration du PND, on n'était pas à plus de 3,5%. Donc ça veut dire qu'on n'était pas censé avoir ce nombre de chômeurs. Donc si on n'est pas censé avoir plus de chômeurs que ça veut dire également que les Togolais travaillent. Maintenant, regardez la réalité, dites-moi si on n'a pas plus de 200 000 chômeurs dans ce pays. Et quel est votre constat si vous sortez sur l'étendue du territoire national? Vous sentez que beaucoup de Togolais ne travaillent pas? Je sens que beaucoup de Togolais sont dans une certaine misère. Beaucoup de Togolais ont envie de trouver juste leur pain quotidien, de pouvoir s'assurer d'un emploi régulier. Et ça leur va en réalité. Ils ne demandent pas grand-chose. Mais on est dans un contexte où c'est toujours travailler pour quelqu'un, c'est toujours quelqu'un seulement qui a la capacité de bénéficier et les autres sont là pour travailler pour lui. En fait, c'est ça le constat réel. Et au fur et à mesure des années aussi, vous constatez que la vie devient très chère au Togo. On a beau dire quoi que ce soit, la vie devient chère au Togo. Et moi, quand je dis la vie devient chère, quand moi-même parfois pour certaines dépenses, je les trouve chères et exagérées, je me mets parfois à la place d'autres personnes qui n'ont pas forcément peut-être les moyens ou bien les revenus. Donc c'est ça aujourd'hui le vrai problème. Il faut que l'éthique puisse revenir, il faut que le fonctionnaire togolais également, quand on lui confie une mission, sache que ce n'est pas une occasion pour détourner des fonds, mais plutôt une occasion pour servir, parce qu'il est déjà payé en réalité. Mais aujourd'hui, la plupart de ces choses, vous voyez tout autour des petits micmacs, des petits dessous de table, tout ça ne va pas nous permettre de prospérer. Je dis le plus souvent que l'une des qualités du Rwanda, c'est qu'au-delà de tout, ils ont su mettre de côté la corruption, ils ont inculqué une certaine rigueur, et ça fait qu'aujourd'hui, le pays donne de très bons signaux en termes de développement, même si l'aspect liberté, démocratie reste et demeure discutable, mais au moins sur l'aspect développement, on peut dire qu'ils sont privés des droits de l'homme et autres dans une grande majorité, mais sur la voie du développement quand même, il y a des opportunités et autres pour tout le monde. Mais par contre, dans des pays comme le Togo, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas les droits de l'homme aussi qui chancellent, donc ça finit par rendre les uns les autres aigris envers le système dans son ensemble. Est-ce qu'au final, là, vous pensez que c'est un programme qui va permettre à notre pays d'aller de l'avant? Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de points sur lesquels quand même on peut mettre un accent. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui commencent par être mises en place. Notamment, il y a une zone industrielle qui est lancée au niveau de Togoulé Copé. Il doit en avoir une structure également au niveau de la Côte Sewa ou dans la zone industrielle tout de même. Et puis, il y a la construction d'un certain nombre de routes également. Mais vous parlez du Rwanda. Et sans doute que vous parlez de sanctions. C'est vrai que c'est ce qu'on reproche très souvent au Togo, que les présumés et coupables ne sont pas forcément sanctionnés. Est-ce qu'il va falloir commencer par sanctionner assez fortement? Il faut sanctionner. J'ai fait l'allusion tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas venir nous dire qu'il y a une minorité qui s'accapare et s'en arrêter là. En fait, c'est ça le problème. Ce n'est pas une question de dénonciation. Quand vous dénoncez, ce n'est pas un scoop. Nous savons tout ce qui se passe. Mais ce qu'on demande maintenant aujourd'hui, c'est de la rigueur, c'est de la sanction face à ceux qui ne font pas le travail comme il faut. C'est ça en fait le véritable challenge aujourd'hui. Et c'est là où les choses ne vont pas. Par contre, dans un pays comme le Rwanda, je peux vous attester que cette rigueur, elle est
totale. Et si vous êtes sanctionné, même si demain vous voyez une opportunité de fraude, vous allez détaler à des milliers de kilomètres. Et c'est ça qui manque au Togo. Dans un contexte comme le Togo, vous avez vu ici le président du Hapluchia qui est venu présenter des excuses aux autorités qui ont été indexées comme vecteurs de corruption dans une enquête d'opinion. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous faites une enquête d'opinion. C'est ce que les Togolais disent. Ce sont les Togolais qui sont quand même les victimes de la corruption. Je suis d'accord qu'il y a un corrupteur et un corrompu, bien sûr. Mais parfois, dans une certaine situation, vous êtes obligé de devenir corrupteur parce que le système mis en place vous amène à être corrupteur avant d'avoir le service auquel vous êtes censé avoir droit sans faire recours à la corruption. Donc, si aujourd'hui aussi on nous dit encore que le Hapluchia n'a pas un mandat qui lui permet d'enclencher des actions et de poursuivre lui-même, qu'il faut encore, c'est un peu comme faire des enquêtes et envoyer après au bureau du procureur, et il revient au bureau du procureur de prendre action. Ça veut dire que le problème est et reste d'actualité. Il faut aujourd'hui que des gens puissent être sanctionnés, qu'on donne l'exemple. Et l'exemple que je donne le plus souvent, c'est que l'argent réservé pour la route Lomé-Vaughan a été entièrement décaissé. La route n'a jamais existé. On est allé chercher encore de l'argent public pour donner le marché à quelqu'un d'autre. Ceux qui ont été impliqués dans cette activité, ceux qui ont décaissé l'argent alors que les travaux n'ont pas été effectués, il faut les sanctionner. Le Togolais a besoin de retrouver cette confiance en ces institutions. Mais si parfois on a l'impression que les gens sont promus après avoir fait poser de tels actes, il y a problème. Et aujourd'hui, ce qui est encore grave, c'est qu'on essaie de recalculer notre PIB pour mieux nous endetter. Parce qu'en réalité, on disait non, il était trop bas, maintenant on l'a réévalué. Donc, on n'apprend pas en réalité. On ne fait que s'endetter chaque fois pour régler les problèmes antérieurs. Mais on ne prend aucune décision qui permet de sanctionner les manquements antérieurs. Donc sans rigueur et sans sanction, donc tout ce qu'on fait, c'est du vent. C'est voué à l'échec, hein. C'est voué à l'échec, il faut être sincère. C'est voué à l'échec. On a un nouveau Premier ministre, on a une femme au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Premier ministre, vous savez que c'est une femme. Est-ce que ce n'est pas des atouts quand même supplémentaires pour que finalement on puisse avoir cette rupture annoncée, attendue depuis plusieurs années? Je suis un adepte de la résolution 1325. Et il faut toujours encourager les femmes à avoir des postes de responsabilité politique et administrative. Et il faut le faire, il faut continuer par le faire, on a beaucoup à faire. Maintenant, quand vous me parlez de Madame le Premier ministre, pour moi, Madame le Premier ministre a toujours été un Premier ministre de fait. C'est maintenant qu'elle est devenue un Premier ministre de droit. Quand je dis un Premier ministre de fait, aujourd'hui, par exemple, vous prenez le gouvernement actuel, le portefeuille gigantesque qu'elle occupait est réparti aujourd'hui au moins entre 3 ministres. Et vous ajoutez à ce portefeuille gigantesque son portefeuille de directeur de cabinet de la présidence. Ça, c'est un Premier ministre de fait. Maintenant, aller en profondeur, je ne vais pas... on n'a pas assez de temps pour rentrer dans ça, mais dire, il faut juste analyser ce que, à ces différents postes, elle a apporté durant à peu près les 10 dernières années. Et en fait, vous pouvez maintenant dire, sur la base de ce qu'on a comme bilan, on peut espérer. Mais pour moi, il y a toujours eu une déception par rapport aux attentes et aux responsabilités. On a plutôt assisté à un découpage de responsabilités de certains ministères classiques qui ont été confisqués et qui n'ont pas prospéré. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut qu'on se pose les vraies questions. Qu'on ait un homme ou une femme à la primature, on travaille dans quel contexte? C'est sous quel leadership? Quel est l'objet? C'est la même équipe. C'est clair qu'il y a le leadership de Forga Singh. À ce leadership, il faut désormais ajouter la présidente de l'Assemblée nationale. En fait, peut-être que sa présence de femme peut influencer peut-être des décisions qui seront prises dans le prochain temps. Bon, vous savez, s'agissant de la présidente de l'Assemblée nationale, je ne compte aucunement sur son influence parce que sous sa présidence, la loi Bodona qui n'était pas insatisfaitie a été revue dans une version plus dramatique que j'appelle la loi Boupessi.
et pour laquelle 3 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont interpellé le Togo. C'est cette mandature, c'est cette législature qui l'a fait. Donc, si des gens qui, de leur perchoir, restreignent les libertés publiques, ne permettent pas aux gens d'aller de l'avant, si des gens qui, de leur perchoir, dans ce contexte lié au Covid, se sont dessaisis de toutes leurs prérogatives, sans chercher à aller au fond avec le gouvernement sur les dispositions qui sont prises jusqu'à aujourd'hui, je doute que vraiment ces gens puissent influencer, sinon que je constate qu'ils exécutent. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité et nous allons avoir des questions. Et des auditeurs, comme c'est de tradition, les dimanches au D12, notre invité, Madi Diabakate, c'est un Togolais qui est essayiste et analyste politique. Et vous écrivez, vous avez quelque chose sous la main? Bon, je suis devenu paresseux ces derniers jours-là. Je ne sais pas si c'est la C'est la Covid. Mais bon, il y a quand même quelque chose et j'espère pouvoir le faire d'ici la fin de l'année. On vous encourage vivement et nous allons permettre aux auditeurs, comme je l'ai dit tantôt, d'apporter leurs questions, leurs préoccupations pour enrichir cette émission. 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom. Oui, Bozambo, comment vous allez? Ok, allez-y. Bonjour, Bozambo. Je voudrais poser quelques questions. Oui, allez-y. Tout le monde sait qu'il y avait une pandémie qui est arrivée dans tous les pays du monde entier. Là où se trouvent les maladies, ils sont libérés, tout, ils vont aller, ils font tout. Chez nous, en Afrique, pratiquement au Togo, je ne sais pas combien qui sont morts. Personne n'a jamais vu les malades sur au lit. Les journalistes, je les critiqué d'aller voir les malades. Ils ont refusé d'aller. Et au Ghana, tout le monde va à ces occupations librement, les soldats, quelques personnes, au Bénin, même chose, au Burkina, même chose. Pourquoi on nous a bloqué au Togo à cause du coronavirus? On nous bloque, on nous sature de ne sais pas ça, mais on dit que la rentrée doit être le 26. Et le 26, là, le ministre de Titi a dit qu'on va faire quelques engagements avec ses banques. Dans notre pays, au Togo, c'est eux-mêmes qui gouvernent depuis, ça fait 50 ans. Il n'y a pas de table-banc dans l'établissement. Les tables-bancs, les gens restent dans les tables-bancs 3 et 4. Et maintenant, ils disent qu'on va aller aux rentrées du 26. Et combien de personnes vont rester dans le banc? S'il n'y a pas de Covid, ils n'ont qu'à nous dénoncer qu'Afrique, au Togo, il n'y a pas de Covid. On n'a qu'à ouvrir les frontières. Les frontières sont fermées. À l'Occidentaux, là où se trouvent beaucoup de malades, les frontières sont ouvertes. Qui va dire aux chefs de l'État, aux les chefs d'État africains, d'ouvrir les frontières à leur population, que les populations gagnent à leur population et gagnent leur population. Bozambo, merci. On a compris votre préoccupation à propos de la Covid-19. Je rappelle quand même que c'est vrai que la rentrée était prévue pour le 26. Elle va avoir lieu le 26, mais les élèves reprendront les cours effectivement que le 2 novembre. Et voilà la précision que je tenais à apporter. Voilà donc sa préoccupation. Vous étiez en Ouganda, comment ça s'est passé là-bas? Bon, j'aimerais d'abord dire à Bozambo que Covid-19 est une réalité. Covid-19 est une réalité. Il y a des malades, il y a des décès. Moi, j'ai travaillé avec des collègues et dans ma zone opérationnelle, j'avais au moins 59 cas, dont un décès. Donc, c'est dire que c'est une réalité. Et cela suppose effectivement qu'il faut avoir des mesures barrières qui aujourd'hui sont vivement encouragées. Il faut le suivre. Maintenant, le problème qu'on a dans plusieurs pays africains, c'est que les gens n'ont pas opté pour le confinement. À partir du moment où vous n'optez pas pour le confinement, ça veut dire que vous êtes prêt à vivre avec la maladie. Et si vous êtes prêt à vivre avec la maladie, il faut continuer toutes les activités en vous adaptant à la maladie. Et malheureusement, on a vu effectivement, il y a une restriction de beaucoup d'activités. Vous savez, en Afrique, à chaque fois qu'on parle d'une menace, le premier réflexe, c'est on pense à l'armée comme réponse. C'est-à-dire quand vous créez même une force pandémie, anti-pandémie, bon, parfois on peut être choqué, on se dit, mais quel est l'intérêt d'avoir une force quand on sait que cette force
aujourd'hui, c'est comme la dernière fois j'allais à Hila-Kondi, et il y avait tellement de barrières sur la voie. J'ai rencontré au moins 5 ou 6 barrières. À un moment donné, je dis, mais c'est trop. Le gars me dit, non, chaque barrière a sa responsabilité. Et je lui demande, bon, toi, tu as la barrière anti-pandémie, quelle est ta responsabilité en réalité? Il dit, c'est de veiller au port du masque et autres. Je dis, ok. Mais est-ce qu'on ne peut pas sortir de cet aspect militaire qui terrorise les gens et autres pour maintenant promouvoir, rester dans la sensibilisation? Réouvrir aujourd'hui, par exemple, les lieux de culte, réouvrir, permettre aux gens de vaquer à toutes leurs activités normalement, mais en leur rappelant que nous avons une maladie qui est là, nous devons prendre des mesures barrières. Parce que même aujourd'hui, dans les pays occidentaux où aujourd'hui on parle également de cette décision de fermer les bars et autres, en réalité c'est parce qu'on a compris que c'est dans ces lieux finalement où les gens se retrouvent en fin de journée, où on ne prend plus la peine de respecter les mesures, on fait tout ce qu'on veut, c'est ce qui permet d'augmenter le taux de contamination. Donc même dans notre pays aujourd'hui, malheureusement, on a ces lieux, les bars et autres qui sont ouverts à tout moment, les restaurants qui sont ouverts à tout moment, mais d'autres activités qui sont limitées ou même des mouvements qui sont limités. Donc il faut aujourd'hui qu'on puisse être logique et conséquent envers nous-mêmes. Si nous pensons que nous n'avons pas les moyens et que nous n'allons pas vers une quarantaine, nous allons vivre avec la maladie. Il faut juste maintenant voir au niveau de toutes les activités classiques, qu'est-ce qu'on prend comme mesure à mettre en œuvre pour que la maladie ne propage. Bien, merci. Après vos embos, nous allons avoir le deuxième auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, Oui, votre nom? Rodrigue. Oui, allez-y. Je salue tout d'abord l'invité. Salut Rodrigue. Merci mon frère. Vraiment, je suis vraiment très satisfait avec tout le développement que vous avez fait. Je voudrais dire, ma préoccupation, elle est celle-ci. C'est vrai, la maladie Covid, elle existe réellement. Qu'est-ce que nous faisons pour essayer d'abdiquer à cette maladie? Parce qu'il y a bon nombre de personnes, aujourd'hui au Togo, qui ne pensent pas que réellement cette maladie existe. Exemple, venez peut-être au grand marché de Lomé. Les gars sont là. Ça, comment on l'appelle, le cache-nez. Et devant les grandes sociétés, où on devait avoir sûrement les, comment on l'appelle, le lavage à la main. Il n'y en a pas. Le pire, au niveau des sociétés, des entreprises, des grandes entreprises, ce n'est pas possible. Mais on gongonne à chaque jour à la radio, Covid, Covid, Covid. Ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne savent pas ce qui se passe réellement. Moi, ma grand-mère au village ne sait pas ce qui s'appelle le Covid. Non. Secondo, l'action gouvernementale, la Première ministre, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a tellement touché. La Première ministre, elle est venue présenter son action gouvernementale. Je me dis, c'est non l'événement. Parce que nous sommes au Togo, on se connaît, on sait ce qui se passe, on sait comment ça se termine aussi. Je vous demande de courage, essayez de nous aider pour que le Togo puisse aller de l'avant. Togolais vient, participez à ma cité. Merci. Rodrigue, merci, beaucoup, Rodrigue, pour votre intervention. Mais en fait, je ne comprends pas la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Les gens donnent l'impression comme si, depuis la survenue de cette maladie, il n'y a pas d'initiative qui a été prise, notamment par les autorités, notamment par la société civile. Et beaucoup de campagnes de sensibilisation sont quand même menées dans le pays. Comment comprenez-vous que certains soient encore sceptiques à se demander si la maladie existe réellement et tout ça? Non, vous savez, comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la confiance fait défaut à différents niveaux. Et même aujourd'hui, vous prenez les grandes démocraties, il y a des gens en Allemagne, en France qui manifestent pour demander qu'on arrête le port de masque. Ils disent la maladie est là, mais on s'adapte, arrêtons le port de masque. Donc, c'est pour dire que dans ces pays, les gens mettent parfois en doute la réponse apportée par le gouvernement, la stratégie, parce qu'on sent déjà qu'il n'y a pas une cohésion dans ce qui est apporté. Certains experts sont d'un avis, d'autres sont d'un autre avis. Et dans nos milieux aujourd'hui, ici au Togo, tout comme dans plusieurs pays africains, la conception à la base, c'est que c'est ceux qui voyagent, c'est ceux qui sont en avion, qui ont ramené Covid. Donc, une grand-mère, une tante au village,
Elle ne sait pas pourquoi elle va s'inquiéter pour le Covid. Maintenant, aujourd'hui, en termes de sensibilisation, il faut qu'on évite l'approche militaire. Pourquoi je le dis? Vous vous souvenez, je pense que je suis plus jeune que vous d'ailleurs, donc vous devez vous souvenir, à l'époque du parti unique, les gens mettaient les macarons. Et parfois, c'est quand on arrive devant l'autorité qu'on le sort de sa poche, on met rapidement pour faire chose. Mais dès qu'on sort de là, on le remet dans sa poche. Et aujourd'hui, les masques, c'est la même chose. C'est comme quand on voit un militaire à l'horizon, qu'on met le masque. Et pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. Vous prenez par exemple quelqu'un qui sort de sa maison avec sa femme et son enfant. Vous voulez qu'il mette le masque dehors pour faire quoi? Sinon, ne serait-ce que pour plaire. Je peux comprendre par exemple aujourd'hui dans un transport public, je parle bien de transport public, taxi, Sotral et consorts, on puisse demander aux gens de mettre le masque. Mais parfois quand vous retrouvez quelqu'un dans une voiture personnelle, comme on l'appelle le plus souvent, vous avez au moins 60% de chances d'avoir des gens qui viennent peut-être d'une même maison ou des gens qui partagent les choses ensemble. La seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de sensibiliser ces gens pour leur montrer que même quand vous êtes proche, vous pouvez mettre à risque vos proches en portant les masques. Mais quand vous le faites du genre brusque, tu dois porter les masques, il y a Covid, les gens ne comprennent pas. Il y a plusieurs façons de faire la publicité. Et je pense parfois, nos publicités le plus souvent, ou bien nos annonces, sont trop dans le formalisme, ce qui ne permet pas de faire de cette pédagogie qui amène les gens à comprendre. Parce que moi, par exemple, peut-être que je suis en bonne santé, mais je peux mettre à risque ma mère qui est à la maison, juste parce que je suis allé quelque part, je n'ai pas pris les bonnes mesures barrières. Je viens, je mets ma mère à risque et peut-être elle tombe malade, ainsi de suite. Alors que j'aurais pu l'éviter, bien qu'étant ma mère, en mettant mon masque. Merci. Est-ce que nous avons le troisième auditeur en ligne? Allô? Bonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct. Bonjour. Est-ce que vous nous écoutez, l'auditeur, en attendant de la voir? Allô? Nous avons quand même beaucoup de questions qui sont laissées par les auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent un peu partout sur les réseaux sociaux ou qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple cette question qui est laissée par Difa depuis Adido Gomez. Vous avez quand même eu le temps de décrire la réalité du Togo par rapport aux projets qui sont annoncés par les autorités pour endiguer notamment la misère. Il dit, qu'est-ce que vous proposez aux autorités pour que ces annonces ne soient pas que des annonces? Non, est-ce que c'est une question de volonté, hein? C'est ce qu'on appelle le plus souvent la volonté politique. Parce que si quelqu'un vient faire une annonce une fois, c'est resté à l'étape de l'annonce. Quelqu'un vient faire une annonce 2 fois, 10 fois, 10 ans, 15 ans, alors ce n'est pas qu'il atteint en réalité une proposition. Parce que s'il vient faire une annonce et qu'elle ne marche pas, ça veut dire qu'il est censé faire une revue après action pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui doit être corrigé. Et par exemple, les exemples qu'on donne, c'est également des pistes de réflexion qu'on envoie. Mais si la personne n'a pas cette volonté politique, c'est ça tout le problème. Entre dire plus jamais ça à Takpamé, ou que le ministre Trimois vient de dire qu'il n'y aura plus de 17 août parce qu'ils ont pris les mesures. 19 août. Et 19 août 2017, qu'il n'y aura plus de 19 août parce qu'ils ont pris les mesures, ils vont réprimer. On a revu la loi sur les manifestations publiques pour empêcher les gens d'aller. Ça veut dire justement que quand vous faites la déclaration, ce n'est qu'une déclaration sensationnelle. Mais vous n'allez pas au fond pour savoir qu'est-ce qui a amené au 19 août. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ces actes ne se répètent pas pour éviter un prochain 19 août. Mais si vous vous limitez juste à dire on va réprimer, on va interdire les manifestations, on ne va plus se laisser faire, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Ça reviendra à une autre date. Donc c'est avant tout une question de volonté politique. Je pense que si vous êtes ferme en tant que chef de l'État et que vous confiez une mission à quelqu'un et qu'il dilapide les ressources de l'État, qu'il ne fait pas la mission, qu'il n'accomplit pas la mission que vous lui avez confiée, la moindre des choses, c'est de le sanctionner avec toute la rigueur. Allô? Bonjour. Oui, vous avez un peu ça à côté, vous voudrez bien l'éloigner. Et puis, après, vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Le frère?
D'accord. Jacques, Ouais. J'aimerais savoir si la décision pour continuer par fermer les églises est encore justifiante jusqu'à présent. La décision de fermer les églises. Là. Jusqu'à présent. Oui, mais les... Oui, Donc, oui allez-y. c'est ma première question, ça. Ok. On a des grandes préoccupations pour l'environnement des femmes à la primature au Parlement. Je pense quand même que c'est un régime. Hein. Ça ne donnera absolument rien. Donc, on va tromper ceux qui vont continuer par tromper. Nous connaissons bien les raisons qui nous rejoignent dans ce pays. Ça ne donnera absolument rien. Merci beaucoup. Merci, frère Jacques, pour l'intervention. C'est vrai que vous avez évoqué dans une intervention précédente la situation des églises. Vous pensez qu'il faudrait les rouvrir totalement? Bon, moi je vous donne un exemple très simple. Dans mon quartier à Agoué, hier j'étais là et on a une mosquée qui est fermée depuis. Et j'ai vu tout le quartier se mobiliser vers la seule mosquée qui est maintenant ouverte dans toute la zone. Alors, ce que j'ai compris, c'est que tous les gens de toutes les autres mosquées, finalement, se mobilisent vers cette seule mosquée. Donc, ce qu'on veut éviter, on ne peut pas l'éviter. Mais en réalité, il est interdit aux populations de se déplacer vers les seuls lieux qui sont... Non, justement, ouvrez les mosquées proches de ces populations, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, que ce soit les mosquées, que ce soit les églises, et un effort a été fait de rapprocher ces lieux de culte des populations. Donc, ouvrez par exemple la mosquée et dites, cette mosquée par rapport aux normes Covid, il faut 1 mètre entre les gens. Alors, dans votre mosquée, voici la superficie dont vous disposez. Veillez à ce que ce nombre exact puisse prier. Ça veut dire que vous commencez par ouvrir les mosquées et à diminuer l'affluence vers d'autres mosquées. Et donc, vous dites également aux gens, voici les mesures, nous allons envoyer une équipe qui viendra ponctuellement vérifier. Vous devez avoir une veille à votre niveau, même au niveau de la mosquée. Vous devez vous organiser pour surveiller ça, avoir l'eau qui est là, chacun porter les masques, chacun venir avec sa natte de prière. Donc, vous organisez les gens dans ce sens et maintenant, les gens vont faire la chose comme il le faut. Mais si vous ne le faites pas, les gens vont tous aller dans une même mosquée et vous allez voir, vous le constaterez peut-être à Lomé par endroit, quand mes cousins musulmans sont là pour prier, c'est pratiquement toute la route. Les gens sortent de... Même la mosquée est pleine. Ce sont les abords de la mosquée, la route qui est maintenant prise d'assaut par les uns et les autres. Donc, il faut aujourd'hui qu'on puisse permettre aux gens d'ouvrir les mosquées et de leur conseiller sur les mesures à prendre à leur propre niveau. La deuxième partie de la question, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Bon, je dirais juste que c'est c'est politique. Hein. La nomination de ces femmes est politique. Et c'est peut-être aussi une façon de faire des yeux doux. C'est peut-être une façon de jouer au chantre de la résolution 1325 par le chef de l'État. Il y a un auditeur qui vous fait un clin d'œil depuis Tchévier, il s'appelle Richard, il apprécie votre intervention. Merci beaucoup, Richard. Surtout, il dit, est-ce que vous n'êtes pas sollicité par les partis politiques? Bon, vous savez, le problème au Togo, c'est qu'un parti politique, quand il vous sollicite et que vous lui donnez des avis, certes, il est intéressé, mais après, il veut vous convertir forcément en militant. Alors que nous pensons qu'il faut être plus à l'aise dans ce que nous faisons en ne rentrant pas dans le jeu militant, mais on est toujours disponible pour appuyer les uns les autres. Après Jacques, un autre auditeur. Allô? Yo. Bonjour. Bonjour, c'est M. Kolani depuis Agoué. Kolani, comment vous allez? Je me porte bien, mon frère. Ok, allez-y. D'abord, je salue de la qualité pour toi, Francis, et pour tout ce qu'il apporte au peuple togolais. Merci beaucoup, Chamba. Vous voyez, moi je me dis, nous sommes les enfants qui ont commencé, pour ne pas dire les jeunes qui ont commencé depuis 90. Et on nous a dit, il faut passer par les yeux. Nous venons de sortir d'une élection où nous voulons la vérité des yeux. Mais est-ce que ça coûte quoi? Est-ce que les intellectuels togolais, tous ceux qui ont mis à l'école, est-ce que le chef de l'État actuel dit qu'il a gagné? Avec tout ce qui s'est passé avec la CENI, la Cour constitutionnelle, et il va nous gérer jusqu'à 5 ans, vous voulez cette maladie qui vient de tomber. Les Togolais ne se retrouvent pas dans nos dirigeants. On a perdu notre ami Kolani, mais on a quand même eu l'essentiel de son intervention. Ça porte sur la vérité des unes après les dernières élections au Togo.
Votre réaction? Bon, vous savez, j'ai écrit un message au cousin par rapport à ce scrutin. Qui est le cousin? Vous êtes un cousin, tous les auditeurs sont des cousins parce que moi je suis convaincu que tous les Togolais, à quelque niveau que ce soit, nous avons un lien de famille quelque part. Il y aura toujours un lien, on trouvera un lien toujours entre nous. C'est pourquoi nous sommes tous des cousins. Et dans ce message, j'ai été clair, j'ai dit, tout comme pour moi, ces élections se sont déroulées d'une façon où elles ne répondent à aucune norme, je ne peux pas concevoir que quelqu'un dise qu'il ait gagné ou même que quelqu'un dise qu'il ait volé, qu'il ait été volé. Mais pour moi, il faut reprendre ce scrutin. Et la confirmation, c'est justement, nous tous on a vu ce que le président de la Cour constitutionnelle s'est donné en spectacle le jour de la prestation de serment. On se demandait quel était finalement son rôle, si c'était un militant ou si c'était le président de la Cour constitutionnelle. Donc tout ça montre que c'est pourri. Malheureusement, si on veut aller de l'avant, si on veut arranger les choses, comme je le dis le plus souvent, il faut arriver aujourd'hui à dépassionner les choses. Il faut arriver aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le résultat au CG à Guet-Centre, je voudrais bien que demain, quand la CENI, sur son site internet, parce qu'il y a une chose dans la loi électorale que beaucoup ignorent, c'est que ce soit la CELI, les bureaux de vote, ou la CENI, ils ne sont pas censés toucher les résultats. Ce n'est que la Cour constitutionnelle qui peut toucher les résultats sur la base du rapport qui a été établi par ceux-là. Donc ça veut dire qu'en termes de résultats provisoires, ce qui est venu du bureau de vote, qui a été affiché devant le bureau de vote, ne peut pas être changé à la CELI ou ne peut pas être changé à la CENI. Et quand vous êtes dans un bureau de vote, quand vous établissez votre PV, vous établissez deux procès-verbaux. Un pour la CELI, un pour la CENI. Donc ça veut dire que ce n'est même pas la CENI qui transmet à la CENI un procès verbal, mais c'est depuis le bureau de vote que le procès verbal adressé à la CENI a été élaboré. Ce qui veut dire que si vous allez normalement sur le site de la CENI, il peut me dire que dans CELI à Gouin, CG à Guet-Centre, bureau de vote tel, vous trouvez tel nombre de votants, tel nombre de bulletins nuls. Je veux bien lire sur le site de la CENI, c'est la même chose que ce que je lis devant le bureau de vote en question. Si j'arrive à le lire, si un Togolais arrive à le lire, il n'y aura plus de débat parce que le Togolais verra que ce qui a été écrit ici et qu'il a vu, c'est en fait ça qui est aujourd'hui là-bas et c'est ça qui a été additionné pour donner le total. Donc, soit on le fait pour décrisper les choses et pour montrer la bonne volonté aux uns aux autres, soit on ne le fait pas et là, on ouvre la voie à toutes les spéculations possibles. Oui, mais en fait, les spéculations, il y en a toujours eu au Togo depuis... non. Les spéculations. Les lendemains d'élection, justement, les lendemains d'élection doivent nous apprendre. On apprend des scrutins, on apprend des manquements et on corrige alors. Et justement, c'est ça le problème, on refuse de corriger. On revient toujours avec les mêmes pratiques qui donnent l'impression qu'on s'amuse. Il y a cette question de Claude qui nous écoute depuis B. La question porte sur l'affaire dite Petrolgate et dans la façon dont la justice togolaise traite cette affaire. Je pense que dans cette affaire Petrolgate, vous avez vu en France, quand Mediapart fait des révélations, on ne demande pas à Mediapart de venir prouver. C'est le bureau du procureur qui s'en saisit pour faire ses investigations et prendre les mesures qu'il faut. Donc, je voudrais juste inviter le procureur de la République togolaise, au lieu de chasser les pseudo-prophètes, de courir après les gens qui ont été aux élections, il y a des problèmes réels sur lesquels les Togolais veulent savoir vraiment. Parce que moi, je paie le carburant. Vous payez le carburant. Le procureur, il paie le carburant. Donc, nous tous, ça, c'est un problème social. Ça nous concerne tous. On a besoin d'être situés. Une chose est claire. J'ai parlé tout à l'heure de défaut d'éthique dans ce pays. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre une structure administrative de l'État. Je ne parle pas d'une entreprise familiale. Une structure administrative de l'État. Et vous retrouvez un père et un fils aux deux postes décisionnels de cette structure. Je suis désolé, ce ne sont pas les plus intelligents ou les seuls intelligents au Togo. Quand vous créez des choses, il faut vous attendre à suivre toutes les interprétations qui peuvent en découler, malheureusement. Et c'est ce qui se passe dans ce Petrolgate. Donc j'aurais bien voulu voir le procureur prendre ses responsabilités ou bien le président du Hapluchia prendre ses responsabilités. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oui, allez-y. Oui, je veux dire l'histoire, le fait que soit répéter le Togo. Depuis 63, je ne cesserai jamais de le dire.
à 2005, avec des dialogues, des accords, jamais de réformes pour nous rendre heureux. Et puis voilà, on organise les élections en fonds propres alors qu'on a faim, on en donne les résultats qu'on veut, et puis on est là-dedans. Je veux savoir si le mandat du régime n'est pas terminé depuis 2015. Et à propos des femmes du gouvernement, elles sont dans le gouvernement et à l'Assemblée depuis longtemps, et elles assistent sans réagir lorsqu'il y a eu les incendies des marchés. Et puis nos mamans sont mortes par douleur. On nous torture tous les jours, que Dieu fait dans le pays. Ces femmes ne disent jamais rien. Elles ne déclarent jamais leurs biens, le rendement, les salaires, tout ce qu'on veut. Elles agissent comme les hommes. Et voilà. Et puis, je veux parler de mes... Bon, je voudrais qu'elles démissionnent. Toutes les ministres là, dans ce pays, elles doivent démissionner. Bien, on a noté. On va les confondre. On a noté, madame, ici. S'il te plaît, Oui, allez-y. dernière question. Je ne sais pas s'ils ont déjà prêté serment. C'est sûr qu'ils ont encore prêté serment sur la Bible et tout ce qu'on veut. Qu'on nous prête serment, cette fois-ci, sur le vrai vaudou. Voilà. Ok, on a noté, madame, ici, c'est vrai, en fait, aussi, elle fait référence aux prestations de serment de Foy Yassine. Mais c'est fait depuis. Oui. C'est fait depuis. Et sur la question des femmes, elle dit que les femmes en question qui sont au poste de responsabilité sont insensibles aux douleurs des autres femmes. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, vous savez, moi, je dis le plus souvent que soit on est conséquent envers soi-même, soit on se trompe et on se fourvoie. C'est-à-dire, vous pouvez être dans un gouvernement, on peut parler de solidarité gouvernementale, mais si le gouvernement déconne, déraille, ou bien certains membres du gouvernement déraillent, et que vous pensez que c'est en déraillant que vous êtes obligé de faire preuve de solidarité gouvernementale, ça veut dire que vous n'avez pas toujours compris quel est votre rôle ou mission. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être reprochées au pouvoir en place, à certains acteurs. On ne peut pas dire aujourd'hui que ces dames ont été responsables directement de certaines choses qu'on peut reprocher aux autres hommes, mais on ne les a jamais entendues sur ces questions. On n'a jamais su ce qu'elles en pensent en réalité. Et dans un tel contexte, bon, on peut facilement dire que qui ne dit mot, consent, c'est ça. Sur la première partie de sa question, je n'ai pas très bien compris. Elle dit que le mandat de la chef d'État, que ce mandat est fini depuis 2015. Bon, je dirais que dans tous les cas, vous savez, malheureusement, nous sommes à une ère où les intellectuels ne le sont que de nom. Hein. Et je le dis qu'ils ne le sont que de nom parce qu'ils raisonnent en fonction du courant favorable. C'est ça, malheureusement, le problème. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe au Togo, qui nous a conduit à ce 4e mandat, parce que le 3e mandat, quelqu'un dira que la Constitution n'avait pas porté de limitation, mais avant d'aller au 4e, il y a eu quand même une limitation qui a été introduite, sauf que les gens se sont arrangés pour créer un artifice juridique pour que cette limitation soit une remise à zéro du compteur. Maintenant, tout dépend de là où les uns et les autres se positionnent. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a tous vu comment est-ce que Ouattara a dit que la Constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Et on voit tous aujourd'hui comment Ouattara dit que cette Constitution lui permet d'être candidat. Donc, c'est une question d'éthique, une question de vertu, une question de valeur qui, malheureusement, en Afrique, à force de lire des gens comme, comment il s'appelle, l'italien Machiavel, on finit par croire que pour être un bon politicien, il ne faut pas avoir de valeur. Nous avons aussi la question de Akwete Kankwe. Que doit faire toute la classe politique de l'opposition dans ces temps-ci? Est-ce que jeter le tort de l'échec sur quelqu'un ou repenser la lutte à tous les niveaux? Voilà la question. Bon, je dirais que l'opposition est rentrée dans une certaine hibernation parce que les gens ont dit nous avons été accusés d'être incapables de rapporter la victoire, ce qui aujourd'hui
sont censés l'avoir, nous croisons les bras pour voir ce qu'ils feront de mieux que nous. C'est la compréhension que j'en ai. Je vois aujourd'hui qu'il y a un réveil progressif qui se fait. L'ANC est sortie, nous avons écouté. Je pense que aussi dans ce côté, je peux comprendre qu'en apprenant du passé, l'ANC puisse dire que nous ne boycotterons plus de scrutin. Mais s'ils apprenaient également du passé, ils ne peuvent pas se permettre de dire qu'ils ne feront plus d'alliance. En fait, aujourd'hui, quand vous prenez un problème au début, avec un acteur, j'en discutais la fois passée, c'est qu'au Togo, au début des années 90, l'opposition n'a pas eu besoin d'aller faire la cour à l'opinion publique pour demander une alternance. C'est l'opinion publique était déjà acquise à cette opposition. Maintenant, de par elle-même, sa composition et ses différents courants, l'opinion publique a été flouée au fil des élections et autres. Mais quand vous revoyez les contextes, 19 août 2017, c'est le PNP et certains épris qui en sont sortis. Mais à partir d'un moment donné, quand la dynamique de la C14 s'est vraiment réalisée, les Togolais sont sortis pour soutenir ce mouvement. Mais après, quand les Togolais ont encore vu les vieux démons ressurgir, d'aucuns disent on va aux élections, d'aucuns disent on ne va pas, après d'aucuns disent on va, mais on va en rang dispersé. Donc les Togolais aussi se sont mis en retrait. Moi je pense qu'il y a eu déjà aujourd'hui 3 décennies, quand vous prenez le 5 octobre, il y a eu 3 décennies d'action. Quand vous prenez après, bientôt on aura 30 ans également avec la charte sur les partis politiques. Il faut aujourd'hui qu'après 3 décennies, on puisse quand même essayer de voir du nouveau à la tête de ces partis, de voir une nouvelle approche ou une nouvelle façon de faire. Quand je dis de voir du nouveau, je ne demande pas forcément de nous mettre à la tête des partis, un jeune de 30 ans, mais parmi ceux qui ont commencé la lutte depuis ces 30 dernières années, je pense qu'il y a d'autres visages, d'autres stratégies qui peuvent être aussi mises en place. Est-ce que la remobilisation dont il est question, est-ce qu'elle ne va pas être très difficile? Non, vous savez, si les leaders politiques de l'opposition, ceux qui se réclament de l'opposition, posent des actes concrets, ils verront le peuple se remobiliser spontanément derrière eux. Mais les actes concrets, c'est quoi par exemple? Les actes concrets, justement, c'est pouvoir dire que aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, on est dans un schéma où on nous force à créer l'alternance à travers des élections. Créer l'alternance à travers des élections, ça veut dire qu'on doit être en mesure d'arrêter ces discours du genre on va au premier tour, après on se soutient au deuxième tour. Non. Déjà au premier tour, vous identifiez un candidat auquel vous apportez votre soutien et vous vous organisez parce que le véritable enjeu a été et restera toujours la compilation des résultats. Le régime fait tout pour l'empêcher. Et normalement, il revient à l'opposition de mutualiser ses efforts, ses forces pour pouvoir avoir effectivement une centrale de compilation des résultats parallèle à la CENI. Ils doivent le faire. Mais ça a été tenté par le passé. Ça n'a pas marché. Non, pas qui? Non, mais en fait, au niveau du candidat Jean-Pierre Fabre, ça justement, vous me parlez du candidat Jean-Pierre Fabre. Le candidat Jean-Pierre Fabre, il couvre combien sur le pays? Aujourd'hui, quand vous voulez... Vous voulez dire qu'il ne peut pas le faire seul? Il ne peut pas le faire seul. Quand vous voulez vraiment couvrir ce pays, il faut mettre en synergie toutes les forces d'opposition pour couvrir ce pays. Mais justement... Il n'y a pas de débat. Donc, s'ils ne le font pas, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Oui, mais justement, en fait, avec les récentes déchirures au niveau de l'opposition, bon. Est-ce que vous pensez quand même que demain, c'est des gens qui peuvent encore être ensemble? À ce que je sache, il y a beau y avoir déchirure, c'est qu'il y a eu certains problèmes qui ont été soulevés. Il vaut mieux s'asseoir et en discuter et aller de l'avant. C'est ça aussi, être de grands hommes. Voici, on a un dernier auditeur avant de parler de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, parce que dans ces pays, il se passe aussi des choses qui intéressent les Africains. Le dernier auditeur, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est... Oui, c'est Félix. Félix. Okay. Oui, je vous appelle à la femme. Oui, allez-y. Oui, je salue l'invité Mali Diabakate. Salut Félix. Oui, que j'apprécie beaucoup dans ces interventions. Ok, par rapport à un ancien ministre de la Santé, qui a détruit les moustiquaires d'une population et qui disait que le Togolais mange à sa faim, ça dépend du nourriture que le Togolais veut manger. Bon. Comment vous trouvez ce propos? Ok. Et personnellement, par rapport à l'élection de 2020, le 22 février 2020, moi, j'avais dit qu'il n'y a pas d'élection. Parce que
Parce qu'il y a certains qui disent qu'ils ont gagné et d'autres qui disent qu'ils sont en train de continuer les résultats au moment où ils ont brûlé la système. Donc les élections doivent être refaites. Normalement, si l'opposition s'unit ensemble et dit que les élections doivent être refaites, je sais qu'il y aura un tollé général. Ils se sont laissés faire et puis l'IR a raté tout. Donc, bonne journée. Bien, merci Félix de nous avoir appelé depuis Dapamé. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent de ce côté de la ville de Lomé. Alors, sur cette question des Togolais qui mangent à leur faim, je l'ai appris tout comme vous et j'étais un peu choqué. Mais je pense également, en tant qu'élément de réponse, je vais vous répondre parce que quand quelqu'un de la santé dit que les Togolais mangent à leur faim et que tout dépend de ce qu'on veut manger, je voudrais juste rappeler que les gens de la santé nous conseillent d'avoir un repas équilibré et sain. Un repas équilibré et sain, ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question de qualité, mais c'est aussi la possibilité de manger et de varier ce qu'on a à manger. Si c'est des nourritures, une habitude alimentaire de type partie unique, où vous prenez seulement le même mets, vous répétez 3 fois dans la journée, je ne pense pas que vous mangez, vous calmez votre faim, mais également vous êtes un candidat à l'hospitalisation tôt ou tard parce qu'en réalité vous ne mangez pas. Donc je pense que c'est de la rhétorique politique qu'il a voulu faire pour juste choquer l'opinion. Nous allons parler de la Guinée dans un instant, je l'ai dit tantôt, mais en fait, en attendant, sur la question de la remobilisation au niveau de l'opposition du Togo, il y a cette guerre. Je sais que vous êtes sur les réseaux sociaux et il me plaît de poser la question aux invités qui arrivent par ici. Il y a cette guerre qui est menée presque quotidiennement sur les réseaux sociaux par les acteurs de l'opposition ou les militants de ces acteurs-là. Comment est-ce que vous comprenez toute cette guerre qui a lieu tous les jours? Non, je pense que c'est une question de recherche de leadership. Malheureusement, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Parce que malheureusement, d'abord, entre ce que Tipi appelle les participationnistes, ça ne va pas parce qu'il y a la DMK d'un côté et les autres, ils se tiraillent dessus chaque jour. Et maintenant, eux tous pris se font tirer dessus par également les éléments de Tipi sur la participation. Je comprends aujourd'hui que beaucoup de Togolais sont déçus parce qu'ils attendent l'alternance à travers les urnes et plusieurs stratégies ont été utilisées au fil des ans. Et je pense que le choix de prendre Agboume Kodjo, ancien du régime, aussi faisait partie de la dernière stratégie à laquelle les gens pensaient en voulant s'inspirer du fait burkinabé. Malheureusement, ça n'a pas marché et ça a amené beaucoup à conclure que face à ce régime, il ne faut rien espérer à travers les élections. Et moi, je pense que face à ce régime, tout peut être fait à travers les élections, mais il faut juste s'asseoir et planifier conséquemment. Donc il y a de la place pour les élections. Il y a de la place pour les élections, c'est une question de planification. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens ont compris qu'il y a désormais un acteur qu'on n'attendait pas, qui, du fait de la bénédiction de Monseigneur Podjoro, a pris la vedette au niveau de l'opposition. Maintenant, lui aussi, il veut continuer par entretenir cette position, il ne veut pas l'abandonner. Au même moment, les autres veulent récupérer cette position qui leur a échappé. Donc, on va rentrer toujours dans le jeu partisan, les attaques pour montrer que l'autre, on va se rappeler du passé des gens, du présent des gens. C'est malheureusement ça le problème togolais. Mais cela profite au pouvoir. Oui, le problème togolais, c'est chasser l'ombre au lieu de se focaliser sur la proie. Nous allons parler de l'Afrique de l'Ouest parce que visiblement les situations qu'on connaît au Togo, c'est les mêmes situations à peu près dans certains pays ouest-africains. On a beau citer un exemple, il n'y a pas très longtemps, des pays dans lesquels il y a eu l'alternance, même la Gambie, parce que la problématique du troisième mandat aussi est posée dans ce pays. Aujourd'hui, en Guinée-Conakry, c'est le jour de vote. Alpha Condé, il a quand même 82 ans. Vous savez, je suis parfois déçu parce que c'est vrai que je n'aime pas parler des personnes, j'aime parler des valeurs. Mais parfois, on est amené à parler de la personne à travers les valeurs qu'elle incarne ou bien qu'elle démontre.
que M. Alpha Condé a été un opposant de longue date. Je suis juste surpris qu'il réédite les pratiques qu'il a condamnées durant plusieurs décennies. Et c'est dommage que ça se passe dans un pays comme la Guinée, surtout quand on voit comment est-ce qu'il y a 10 ans de cela, ce monsieur est arrivé au pouvoir après plusieurs décennies au sein de son opposition. C'est quand même triste et dommageable qu'il ait fait tout ça pour nous montrer ça. C'est dommage. Oui, et quand on parle d'Alpha Condé avec les difficultés que l'homme traîne par la suite, son positionnement pour un troisième mandat, certains se posent la question finalement, est-ce que c'est une question d'homme africain finalement, parce que ailleurs aussi, il n'y a pas très longtemps en Côte d'Ivoire, la question de Laurent Gbagbo qui était opposant et qui était finalement au pouvoir, resté au pouvoir au parti, ça a alimenté les débats. Est-ce que demain, par exemple au Togo, un opposant qui viendrait se retrouverait dans la même situation? Je pense que je vais toujours revenir à la question des valeurs. C'est-à-dire, un opposant qui n'a aucune valeur et qui se sert du jeu démocratique comme un tremplin pour assouvir des ambitions personnelles, il pourra se laisser aller à de telles pratiques. Mais quelqu'un qui a des valeurs et qui les incarne, vous vous rappelez l'ancien président malien Alpha Konaré? Alpha Konaré. Alpha Konaré, on l'a tous vu. C'est le seul président malien qui en réalité n'a pas subi de coup d'État. Il a fait, il est parti. Il est revenu à la tête de l'Union africaine, il a voulu impulser une vision. Ses pairs l'ont vite ramené au bercail pour qu'ils ne trouvent pas leur projet. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont quand même des valeurs, qui ont appris de l'histoire. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui n'apprennent pas de l'histoire et qui croient que ça n'arrive qu'aux autres et ça ne peut jamais arriver à eux. C'est ça en fait le problème. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En réalité, les autorités pensent que ce qui s'est passé au Mali avec l'intervention de l'armée pour chasser le président Ibeka, et cela ne peut pas se passer en Non, Côte d'Ivoire. les gens, certains peuvent voir l'armée, mais il y a d'autres facteurs. Vous savez, vous et moi, auriez-vous cru que mon cousin Nkuruziza n'aurait pas eu le temps même de passer la main après avoir maintenu ce pays et tout ça là? Qui l'aurait cru? Personne. Est-ce qu'il y a quelques mois de cela, Amadou Gon Coulibaly aurait cru que désigné dauphin, il ne serait même pas là pour participer aux élections? Je ne le pense pas. Bref, tout ça, ce sont des exemples de vie. Je ne veux pas jouer aux religieux, mais ce sont des exemples qu'on tire et qu'on apprend de notre vie en commun pour savoir que nul n'est indispensable. Même ceux qu'on nous a dit indispensables, un jour, ils sont partis et on a dû s'adapter. Alors pourquoi pourrir la situation, gâter tout pour après s'en aller? Dans cette situation délétère en Afrique de l'Ouest, la grisaille, il y a quand même une lueur d'espoir. Au niveau du Niger, le président nigérien répète à tout vent que lui, il ne briguera pas un troisième mandat. Le président nigérien, d'abord, il est venu après un coup d'État. Parce que quelqu'un avait voulu briguer un troisième mandat, il a été expédié. Et c'est comme ça que le processus a permis à celui-ci d'arriver. Donc s'il a appris de l'histoire récente, je ne vois pas pourquoi il aura intérêt à vouloir faire un troisième mandat. Maintenant, au-delà de ça, la personne est restée fidèle à ses principes, à sa parole donnée, et je pense qu'on ne peut que promouvoir ce genre de leadership et l'encourager tout autour. Mais maintenant, la langue politique et autres, c'est que c'est son choix à lui, mais il ne peut pas faire la morale à ses pairs qui pensent que sans eux, ce serait le déluge. Vous allez conclure cette émission. Allez-y. Alors, je dirais juste que nous avons un bien commun, c'est le Togo. Et ce bien commun, qu'on veuille ou pas, nous devons travailler ensemble pour son édification. Ce qui va nous amener les uns et les autres à continuer toujours par porter des regards sur les actions des uns et des autres. Mais il serait dommageable que des gens se découragent et se disent que après 30 ans c'est trop et qu'il faut se mettre à l'écart ou ne plus s'intéresser aux questions politiques. Il faut vraiment qu'on s'implique. Merci beaucoup d'être venu, Madi Diabakate. Je rappelle que vous êtes essayiste et analyste politique. Cette émission, elle s'achève. Elle a été mise en onde par Venceslas Boga Koudoyo. Moi, je suis Pierrot Atiogo. Le prochain rendez-vous avec le D12, c'est dimanche. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.